jusqu'à 1h. Vous avez carte blanche sur Europe 1 pour parler de tout ce qui fait votre quotidien et pourquoi pas dialoguer entre vous autour d'un thème qui vous réunit. L'antenne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis par Clémence et Assiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, si un témoignage fait écho à votre histoire, si vous pensez pouvoir aider un auditeur, eh bien surtout n'hésitez pas à nous appeler à ce même numéro pour vous exprimer à l'antenne. Vous pouvez aussi donner votre point de vue en nous écrivant sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr ou en nous envoyant un petit message au 7 21 21 code nuit 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Hier soir, Isabelle était intervenue dans l'émission pour nous parler d'un sentiment d'insécurité affective et de sa peur de rechuter dans la dépression. Isabelle nous a envoyé un petit courriel pour nous dire qu'elle a rappelé aujourd'hui le CMP de son quartier qui lui a donné un rendez-vous dans un mois et qui l'a dirigée vers les urgences psychiatriques où elle s'est rendue et où elle a trouvé une écoute. Parallèlement, nous dit-elle, elle va chercher un psychiatre en libéral. Elle nous dit « Je suis contente d'être intervenue dans l'émission malgré mes peurs et j'espère que mon témoignage pourra être utile à des auditeurs. » Et justement, nous accueillons Stéphane. Bonsoir Stéphane. Oui, bonsoir Caroline. Vous vouliez revenir sur le témoignage d'Isabelle. Vous nous aviez envoyé un courriel hier soir. Oui, tout à fait. Donc déjà, pour commencer, je voudrais vous féliciter pour l'émission, vous et votre équipe, parce que c'est quand même Merci. une émission que j'écoute depuis maintenant pas mal d'années et qui aussi me fait avancer et puis qui m'intéresse dans mes nuits quand j'ai du mal à trouver le sommeil. Oui. Donc voilà. Et puis effectivement, je suis intervenu hier puisque le témoignage d'Isabelle, c'est vrai, a éveillé. Je me suis vraiment reconnu au travers de son témoignage et puis en même temps, je dirais que c'est ce que je disais aussi hier sur le mail que j'ai envoyé, que en tant qu'homme aussi, vous voyez, d'essayer de parler de cette problématique aussi de découvrir quelqu'un, de connaître quelqu'un, c'est pas toujours évident entre mecs. Je pense que les femmes ont aussi cette force de partager leur sensibilité plus facilement, vous voyez, donc c'est vrai que moi j'ai pour ma part l'écriture entre autres, je dirais, pour mettre coucher sur le papier ce que je ressens et puis en même temps dans les relations de tous les jours, c'est vrai que c'est pas la même donne. Oui. C'est pas la même donne puisque là c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où effectivement d'un premier abord, même si je peux apparaître quelqu'un d'assez à l'aise, c'est aussi une carapace. Et comme j'écrivais justement dans ce mail, j'ai aussi tendance à, notamment suite à une déconvenue amoureuse d'il y a quelques années, j'ai plutôt tendance à profiter de la vie et notamment à un niveau de relation plutôt charnel, si vous voulez, mais dès que je sens qu'il y a quelque chose qui pourrait aller au-delà, au niveau sentimental, c'est vrai que j'ai tendance à tout simplement à prendre la fuite, faut être honnête. Donc par moments ça me dégoûte et en même temps je me dis que la vie est un chemin et que je vais peut-être aussi avec le temps oser, tout simplement, puisque je pense aussi que c'est pas ma problématique, c'est aussi la peur. Je pense qu'elle est inhérente aux relations sentimentales et qu'il faut qu'elle en devienne un moteur, mais pas un frein. En fait, c'est vraiment ça le problème en ce qui me concerne. Oui, parce que vous parlez de problématique et vous avez raison de dire que c'est pas forcément de ça dont il s'agit, puisque c'est plus réactionnel à une déception amoureuse, semble-t-il. Ouais, je pense qu'après, si vous voulez, c'est aussi ce serait trop réducteur, je pense, si vous voulez, de voir ça de cette manière-là, dans le sens où la problématique d'insécurité, d'angoisse, déjà dès l'adolescence, si vous voulez, j'ai connu des problèmes de phobie scolaire. Donc il y avait déjà, à la base, je dirais,
voyez, quelque chose là-dessus Oui, qui d'accord. fait que bon, Oui. j'ai eu du mal à gérer cette période d'adolescence Oui. qui pour moi a été compliquée, vraiment compliquée. Oui. Et donc, si vous voulez, suite à, j'ai quand même, je dirais que j'ai pas poursuivi des études universitaires uniquement par rapport à cette problématique-là, ce qui fait que je me suis retrouvé assez rapidement sur le monde du travail. Et au travers de multiples expériences, là aussi, malgré tout, je dirais que ça m'a mis des bâtons dans les roues, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, qu'en fait, il y a vraiment, si vous voulez, enfin, il y a des capacités que j'ai pas exploitées. Et aujourd'hui, bon, je vois quand même devant, si vous voulez, quoi. C'est-à-dire que j'ai aussi fait une analyse pendant 5 ans qui m'a quand même apporté beaucoup, malgré tout, mais qui est aussi un paradoxe en soi, puisque quelque part, comment vous dire, c'est comme une forme de naissance à soi-même. Donc en même temps, naître, c'est aussi se retrouver à nu, et à nu, ça veut dire que je dirais aussi, vous voyez, être moins à l'abri et se sentir encore plus vulnérable quelque part, même s'il y a une approche, je dirais qu'il y a plus de recul par rapport aux événements. Vous voyez, donc c'est une forme de paradoxe aussi quelque part. Oui. Mais quand vous parlez de naître à soi-même, renaître à soi-même, tous les nourrissons ont besoin pour se construire de s'attacher. Donc vous allez peut-être passer par cette phase-là de nouveau, oser passer par cette phase-là. Ouais, je crois que c'est... Parce que finalement, pour parler clair, puisque les auditeurs n'ont pas votre mail sous les yeux, aujourd'hui, vous vous contentez, entre guillemets, c'est l'expression que vous utilisez dans votre mail, de relations purement sexuelles, ou en tout cas quasi sans sentiment, parce que s'il y a des sentiments qui apparaissent, ça vous angoisse. Ouais, c'est clair. Donc ça, et là, donc, vous prenez la fuite. Oui, après, et c'est pas si simple, parce que vous avez dit je profite de la vie, donc vous pourriez, ce qui sous-entendrait que vous vivez bien cela, vous pourriez être un libertin, mais c'est pas si simple parce que ça génère des angoisses. Vous vous posez des questions par rapport à tout ça. En même temps, si vous voulez, la problématique de l'angoisse, elle se... Bon, vous voyez, par exemple, ça a pu arriver que là, actuellement, je traverse une phase de chômage, mais ça a pu arriver que je sois obligé d'arrêter un emploi. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais par rapport à une problématique d'angoisse. Donc, c'est aussi au travers de l'analyse, si vous voulez, ça, je dirais que j'ai arrêté. J'ai fait à peu près, 5 années. Donc, malgré tout, je le voyais, c'est comme j'avais dit. Je vois ça, si vous voulez, l'image que j'ai, c'est un peu comme. C'est un peu comme une plante, vous voyez, qui donne des fruits vraiment sapides, donc qui sont vraiment très juteux et qui vous voyez que c'est une image, voilà, dont aujourd'hui je profite, si vous voulez, et puis en même temps il y a des fruits véreux aussi, quoi. C'est-à-dire que ça m'a ouvert à moi-même, mais en même temps, je dirais que je me suis retrouvé dans des situations avec des crises d'angoisse, alors qu'avant je n'avais pas dans ces situations-là, vous voyez, donc. Et d'un autre côté, je peux me sentir relativement plus à l'aise dans certaines autres, en prenant confiance progressivement. Donc, c'est aussi avec le temps, quoi. Maintenant, par exemple, vous voyez, c'est aussi la peur je me suis rendu compte de ça, aussi bien de mal faire les choses à un niveau de travail, et aussi la peur dans l'autre sens de faire mal, tout simplement, quoi, aussi dans les relations de tous les jours. C'est-à-dire que de pas décevoir, voilà. Donc ça aussi, j'ai travaillé là-dessus, j'ai avancé, mais c'est comme, si vous voulez, un espèce de besoin toujours de rendre compte, et puis d'exigence, d'être le meilleur. Enfin, d'être le meilleur. C'est pas d'être le meilleur, mais d'exigence envers soi-même, c'est-à-dire d'être une espèce de perfection. Et alors qu'apprendre, c'est aussi faire des erreurs, forcément. Donc ça a pu m'arriver aussi de quitter un emploi parce que au bout de 2 jours, je voyais que j'assurais pas, alors que je veux dire, oui, mais c'est pas la même chose tout ça. C'est-à-dire autant c'est cette peur cette volonté de perfectionnisme dans le travail, cette peur de pas être à la hauteur, ou ce désir d'être le meilleur, et dans les relations affectives, amoureuses, cette prise en compte de l'autre. De dire finalement en agissant de la sorte je peux faire mal à l'autre, on n'est pas au même niveau là. C'est-à-dire que dans un côté, sur le plan professionnel, c'est vrai que c'est invalidant pour vous, parce que il y a un seuil trop élevé, un idéal trop élevé,
Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui vous rend plus humain. C'est-à-dire qu'à un moment, vous fonctionnez de façon un peu auto-centrée, certainement parce que c'était lié à votre problématique, à cette peur qu'on rencontre d'ailleurs chez un certain nombre d'hommes. Hein. C'est compliqué de lier, pour un certain nombre d'hommes, de lier le sexe et le cœur. Hein. On le voit d'ailleurs, c'est à travers finalement l'infidélité. Hein, c'est-à-dire des hommes qui trompent leur femme et qui l'aiment sincèrement, mais en même temps c'est leur femme, c'est aussi la mère de leurs enfants. Ça les renvoie à leur propre mère, à la relation qu'ils ont eue avec leur propre mère, et il y a quelque chose qui n'a pas été réglé de ce côté-là. D'un point de vue oedipien. Donc il leur faut parallèlement des femmes avec qui ils n'ont que d'une relation faite de désir et où là leur sexualité peut s'exprimer sans trop de culpabilité. Bon, et là, quand vous commencez à éprouver de la culpabilité en vous disant que peut-être par vos actes vous pouvez aussi faire mal à l'autre, certes c'est pas très agréable pour vous, mais en même temps c'est aussi une façon d'être humain et de tenir compte de l'autre à un moment. Donc c'est une façon aussi de grandir et d'avancer. Là-dessus, mais en même temps, après c'est une histoire de degrés, c'est toujours pareil, quoi. À partir du moment où tant que ça devient pas, je dirais, ça n'empêche pas de vivre les choses, ça va, quoi. Mais c'est là où c'est embêtant, dans le sens où effectivement, si ça devient un frein au point, moi aujourd'hui, comme je crois que, vous voyez, alors hier j'écrivais que bon, finalement, c'est peut-être mieux aussi de trop ressentir les choses que rien ressentir du tout, hein, quitte à choisir, je préfère. Ça c'est certain, c'est plus inquiétant hein, de ne rien ressentir. Oui, non mais c'est sûr. Après c'est vrai que c'est aujourd'hui, vous voyez, j'essaye de voilà, et c'est aussi parce que en avançant avec l'âge, je me rends compte que. Quel âge avez-vous ? J'arrive sur la quarantaine. Oui. Donc effectivement, voilà, c'est je veux dire de voir aussi. La vie à côté, et en même temps, j'ai toute conscience du prix de la santé, de la vie, donc j'ai toute cette richesse-là, et au travers aussi de l'art, vous voyez, que j'apprécie à certains niveaux. Donc, mais en même temps, bon, j'ai eu aussi une phase, je dirais, qui m'a poussé justement à m'allonger sur un divan, hein, parce que c'était pas par curiosité, je m'en serais bien passé. Une phase assez dépressive il y a 5-6 ans, donc je me suis aussi sorti de ça, une phase de médicaments par cette thérapie quand même. Malgré tout, mais si vous voulez, à un moment, je me suis aussi rendu compte que, au bout de 5 années, effectivement, voilà, quoi, c'était, je pense que c'est aussi se prendre en main, si vous voulez, quoi, la vie, hein, c'est-à-dire que, et peut-être que se prendre en main, de rencontrer quelqu'un, c'est accepter aussi que l'autre me prenne la main par définition, hein, oui. Et puis de se laisser aller, quoi, aussi de se laisser vivre, quoi. Oui. C'est ça. Hein. Oui. Oui. Accepter finalement aussi une certaine dépendance, ne pas en avoir peur. Après, si vous voulez, c'est comme une espèce de spirale, quoi. C'est-à-dire que en même temps, vous voyez, c'est difficile pour moi de pas comparer, parce que malheureusement, quand je vous dis que l'aspect finalement de l'angoisse, le noyau de l'angoisse, je dirais quand il s'éparpille un peu partout, vous voyez, dans diverses situations de la vie, que ce soit à l'adolescence que j'ai pu vivre ou plus tard dans d'autres situations ou au travers de la relation amoureuse, c'est comme une espèce de spirale, si vous voulez, qui vous emporte, quoi. Donc après, j'oublie pas qu'il y a aussi une évolution, il y a aussi une évolution. Enfin, c'est dans les deux sens, quoi. Maintenant, le problème, c'est que quand vous vous êtes habitué aussi à tourner que dans un sens et à vous enfoncer, effectivement, c'est génial de pouvoir prendre l'air et aller justement vers l'ouverture, quoi, hein, vers l'élargissement. Mais effectivement, c'est voilà. Non, mais qu'est-ce que vous a finalement la thérapie, que vous a-t-elle appris par rapport à ces angoisses, cette peur au fond de vous attacher?
C'est ça. Dès qu'il y a du sentiment, dès qu'il y a de l'affectif, vous avez peur, vous partez. C'est lié à quoi? Ça vous renvoie à quoi? Quelle relation avec votre mère? Qu'est-ce que vous avez compris? Moi, je pense qu'il y a, justement, après vous parliez de ça très bien hier, c'est-à-dire qu'entre l'aspect, si vous voulez, de l'intellect et puis de mettre les mots et par rapport au ressenti, si vous voulez, c'est bon, pour moi, je pense que les mots restent un support et qu'on aura, que vraiment expliquer. C'est certain, mais qu'avez-vous quand même néanmoins compris? J'ai compris qu'il y a évidemment forcément quelque chose, si vous voulez, aussi de l'angoisse. Ça me fait malgré tout penser aussi au silence, donc beaucoup de non-dits aussi au niveau intrafamilial, ça c'est clair. Même s'il y a aussi de l'amour, ça, comme disait une des intervenantes d'hier soir, en parlant de ses parents, vous voyez, avec ces relations un petit peu aussi ambiguës là de son père. Donc voilà, il y a de l'amour et en même temps il y a aussi des exigences parentales. Donc il y a beaucoup de non-dits, en tous les cas c'est clair. Donc du silence et puis un silence angoissant, quoi. Et aussi bon évidemment une difficulté de séparation. Oui, au niveau de ma mère, ça c'est clair. Maintenant. C'est-à-dire qu'elle était présente à la fois physiquement, mais il n'y avait pas beaucoup de mots autour de cette présence. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, mais c'est pareil. C'est ce qui renforce finalement le lien parce que présente dans un corps à corps, plus voilà. Présente physiquement, mais pas dans une présente. Physiquement, en fait, il y a beaucoup de pudeur aussi, donc c'est plutôt, je dirais, un lien psychique extrêmement fort, mais pas du tout exprimé, quoi, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il est d'autant plus, il est fort et le silence fait qu'il se renforce, donc il se renforce des fois en même temps dans la toxicité parce que y a du mal-être qui est contagieux et en même temps je dirais dans de l'amour partagé parce qu'il y en a heureusement donc oui. Mais vous voulez c'est cette espèce de liens de multiples liens qui se défont et qui recréent d'autres quelque part aussi de l'autre côté donc vous voyez c'est ça c'est des chevaux là de sentiments divers quoi donc après, si vous voulez, c'est effectivement à un certain âge aussi d'avancer, comme je disais tout à l'heure, sur moi-même. Maintenant. Et pourquoi vous avez arrêté votre thérapie? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui restent encore assez abstraites. Moi, j'ai arrêté cette analyse parce que je veux dire, j'ai eu l'impression à un moment, après je pense que 5 années, puis je trouve que c'était déjà pas mal, quoi. Après, si vous voulez, moi, voilà, je on peut rester 15 ans maintenant sur un divan, quoi. Non, mais il y a pas d'années, il y a pas de vieux. Oui, à vous entendre, j'ai l'impression que ça reste un peu abstrait. Oui, mais ça l'est, enfin quelque part. Oui. Oui. Après, vous voyez, souvent vous dites que le temps psychique n'est pas le temps réel. Je crois que oui. vous dites ça. Et je veux bien, ou de la colère préférable à la tristesse, ça aussi je suis passé par des phases de colère, vous voyez, intérieure et compliquée aussi, parce que des pulsionnels, donc voilà, où il faut gérer tout ça aussi. Mais en même temps, je pense qu'il y a... pourquoi j'ai arrêté parce que je me suis retrouvé à un moment, si vous voulez, où j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose d'incroyable qui s'est passé avec ce thérapeute, ça c'est clair, parce que j'ai tapé à quelques portes avant. Donc ça, il y avait vraiment un feeling, il y avait quelque chose d'extrêmement fort, et je m'attendais pas honnêtement à vivre ce que j'ai vécu. Enfin, c'était assez stupéfiant de ce côté-là, et en même temps angoissant, puisque ça m'a aussi recréé des angoisses, quoi, puisque travailler sur l'angoisse, ça a généré aussi des angoisses. Donc voilà. Maintenant, j'ai eu l'impression à un moment qu'on n'avançait plus parce que si vous voulez, j'avais l'impression qu'au travers du thérapeute, on avait nos angoisses en opposition, quoi, si vous voulez. Donc c'est arrivé à un moment où ça devenait vraiment compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y avait un blocage qui faisait que les peurs du thérapeute aussi, parce qu'on m'en parle pas souvent, mais moi je crois qu'il était très honnête aussi avec moi à un certain niveau, même si je connaissais rien de sa vie, et je pourrais en parler longtemps de l'analyse, mais c'est aussi la problématique dans le sens où on s'épanche beaucoup et on ne connaît rien de la vie de la personne qu'on paye pour s'épancher. Mais cela dit, je sentais aussi... qu'il avait peur, vous aviez l'impression qu'il avait peur? Je pense, à certains niveaux, par moment, oui. Donc, effectivement... ça aurait été intéressant d'en parler avec lui. Mais on en a parlé, on l'a évoqué par moment, mais je sais pas, ça n'a pas, si vous voulez, ça n'a pas déverrouillé ce blocage-là, quoi. Ça n'a pas déverrouillé pour moi, enfin, c'est vrai que... Parce que c'était peut-être ce que vous fantasmiez de lui, de son ressenti. Pas complètement non plus, parce qu'après, si vous voulez, faut aussi avoir les... On reste pas sur quelque chose en principe qui est pas déverrouillé, hein.
Enfin, moi, quand je dis c'est vrai que c'est un mot qui est assez fort, déverrouiller, parce que ça Oui, fait enfin, peu ouais. importe, mais on reste pas sur quelque chose comme ça. Parce que justement, c'est là qu'on avance. Donc, je suis d'accord avec vous. On oublie, vous soulevez un élément important de la thérapie, c'est-à-dire que même si on ne sait rien de son thérapeute, à force de passer autant de temps dans son cabinet, on perçoit finalement beaucoup de choses de lui. Même dans ses silences, même dans sa façon, dans ses attitudes, même si on ne le voit pas quand on est allongé, ou dans ses soupirs, on perçoit beaucoup de choses. Et parfois, de toute façon, ce sont des inconscients qui se rencontrent, hein, donc clair, oui, vous pouvez percevoir, peut-être, oui, ça correspondait de la peur. Bon, pourquoi pas? Vous pouviez être dans le vrai, mais on projette aussi beaucoup de choses sur son thérapeute. Donc c'est important de pouvoir en parler, de travailler ça, parce que peut-être que vous reviviez à travers ça une expérience du passé. Oui, enfin, ouais. Après, c'est comment vous dire, c'est où ça a été. Enfin bon, l'important, c'est où vous en êtes de toute façon aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment que dans vos relations amoureuses vous avancez un peu? Est-ce que vous arrivez à lâcher et d'accepter qu'on vous prenne par la main, par exemple? Pas complètement, parce que pas sinon complètement. je serais pas à l'antenne ce soir, mais en fait, après c'est comment... Oui, enfin en même temps, comme je vous ai dit en début d'antenne, c'est que je crois tout le monde de toute façon, je sais plus, je crois que c'est Stendhal qui disait que vous voyez l'amour c'était comme un bouquet de je sais plus quelle fleur d'ailleurs, de roses on va dire, hein, qu'il faut aller chercher au bord d'un précipice, parce que voilà, faut oser aussi. Je pense que c'est vraiment ça pour tout le monde, hein. Je veux dire, ça tombe pas comme ça non plus. Il y a des moments où voilà, c'est le coup de foudre, d'accord, où c'est le hasard qui fait les choses, mais le hasard faut aussi le provoquer. Et puis voilà, donc aujourd'hui j'en suis pas là à le provoquer, j'en suis pas à essayer d'aller au devant. Et puis vous voyez, ça m'intéresse pas trop. Je vis aussi d'autres passions à côté, oui. et autres que la passion amoureuse, on va dire. Et en même temps, voilà, bon, maintenant je me dis que je me ferme un peu des portes et que bon, ma foi. Mais si vous voulez, c'est l'enjeu. Je le ressens pas comme un enjeu vital, même si à un niveau affect, il y a quand même du vital là-dedans. Oui. Vous avez retrouvé de l'énergie, en tout cas pour créer, pour l'écriture, pour votre goût pour l'art et. Ah oui, là-dessus, donc, voilà. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est déjà très important. Il y a Jean-Pierre qui nous écrit, qui dit témoignage émouvant et sincère. Je m'y retrouve, sauf que moi, j'ai 62 balais et que donc c'est beaucoup moins embêtant. Je suis apaisée, entre guillemets, par rapport à tout ça. Cet homme a la vie devant lui, à mon avis, les plus belles années d'intelligence, de compréhension des femmes et de sérénité dans ses relations, nous dit Jean-Pierre. C'est gentil. C'est positif en tous les cas. Très. Oui, tout à fait. Mais il a raison, dans un sens. Il a raison, mais c'est vrai que c'est une phrase qu'on m'a souvent dite, vous voyez, que... mais en même temps, elle est vraie, puisque voilà, la vie est encore... C'est déjà bien justement d'avoir cette vision devant, parce que vous voyez, la problématique que j'ai pu connaître aussi à un moment, c'est-à-dire que quand je parlais de spirale, hein, quand on est dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'effectivement, je voyais plus rien devant, quoi. Donc au moins l'analyse m'aura permis quand même d'avoir ça, quoi. D'en sortir. Après, vous voyez, où c'est délicat, c'est parce que je pense que j'ai eu des phases où vraiment, aussi bien à l'adolescence que les années suivantes, ou même jusqu'à il y a encore 7-8 ans, 5-6 ans, où vraiment j'ai gardé énormément de choses en moi. C'est comme une espèce de cocotte minute, et à un moment, et pendant pas mal d'années, je me suis aussi quand même violenté, vous voyez, physiquement, hein. J'ai par moments, vous voyez, autre que des scarifications, mais c'est un peu tout ça. Et je dirais que le fait de sortir tout ça aussi, donc par rapport à cette dynamique dans l'art, dans le sport aussi, fait que voilà, il y a des moments, j'ai l'impression, si j'ai peur de me retrouver emporté, vous voyez, par aussi tout ce qui a besoin de sortir encore, quoi. C'est ça qui est alors ce qui fait que je veux freiner aussi, quoi. Parce que quand j'étais tellement habitué à garder que c'est comme s'il y avait eu des vannes ouvertes d'un coup, et qu'à un moment, je me dis non. Bon, mais vous savez, si vous avez peur d'être emporté, il est toujours possible aussi d'aller reparler, hein. Parce que je vous dis, pour une analyse, 5 ans, c'est pas énorme, hein.
Ça paraît, pour le commun des mortels, ça paraît long, mais une analyse, 5 ans, c'est pas énorme, je vous le dis. Donc, si à un moment vous vous sentez un peu trop submergé, il est toujours possible d'aller parler de ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui mériteraient d'être approfondies, mais ce n'est que mon avis. Merci en tout cas, Stéphane, d'avoir pu nous réagir comme ça au témoignage d'Isabelle. Merci à vous et bonsoir à tout le monde et aux éditeurs et puis à votre équipe également. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Gérald de Palmas, mon cœur ne bat plus. On accueille tout de suite Olivier. Bonsoir Olivier. Comment allez-vous ? Moi ça va bien, merci. Et vous ? Je vous remercie. Ça va, par quelques petits tracas. Je peux résumer brièvement ce qui a fait que j'ai appelé ? Oui, bien sûr. D'accord. Bien, écoutez, j'ai 35 ans, un niveau d'études relativement élevé, et il se trouve que j'ai souvent eu des problèmes avec l'alcool, avec un excès d'alcool, oui. Principalement, et j'étais abstinent depuis 6 mois environ, mais je me culpabilise à l'idée d'avoir... Parlez bien dans le combiné, Olivier. Oui, à l'idée d'avoir reconsommé de l'alcool récemment, voilà. D'accord, dans quel contexte ? C'était pas dans un contexte festif, parce que les contextes festifs me font parfois un petit peu peur. Alors, soit je les évite, ou soit, je prends un verre d'alcool que je repose, et pour consommer autre chose non alcoolisé. Oui. Et là, c'était plutôt dans un contexte personnel. Vous étiez seul ? Oui, tout à fait, oui, exactement. Et que s'est-il passé ? Vous étiez dans quel état d'esprit ? Vous vous sentiez pas bien ? Oui, tout à fait, oui. Des angoisses, des soucis tout à fait objectifs. Au niveau travail, au niveau, ça pouvait être aussi au niveau judiciaire, puisque je ne veux pas en parler trop, mais je subis beaucoup de pression en ce moment, pour résumer, et je me suis dit que quand je buvais, j'étais parfois plus relaxé. Désinhibé, certes, et voilà. Et c'est ce que j'ai. En même temps, repris si maintenant. vous avez des ennuis judiciaires, des problèmes de travail, vous êtes actuellement au chômage, c'est ça ? Oui, oui, ça va revenir à ça. Je suis au chômage, mais pas indemnisé, donc je n'ai pas beaucoup de revenus. Donc, vous êtes dans un contexte difficile. Très donc difficile, finalement, ayant été abstinent depuis seulement 6 mois, c'est peu, 6 mois, c'est à la fois beaucoup parce que c'est déjà une première victoire, mais il peut y avoir des rechutes. On considère que c'est beaucoup quand c'est la personne malade qui se dit 6 mois, c'est déjà ça, mais peut-être qu'après, d'un point de vue psychologique ou en thérapie, 6 mois, ça n'est pas non plus une durée significative. C'est encore récent, c'est-à-dire c'est déjà important, c'est déjà du chemin de fait, mais c'est encore récent. Sur le plan sentimental, comment ça va ? Pas très bien, puisque j'avais un ami et on s'est séparés il y a 2 ans environ. Ça n'était pas à cause de l'alcool, simplement, lui avait envie de découvrir d'autres
d'autres régions de France, d'autres personnes et autres. Et moi, depuis, je suis resté finalement dans cette idée de être seul et voilà. J'ai des amis, par contre, oui. Je poursuis des soins, je vois un alcoologue, je vois un médecin psychiatre. Bon, donc vous avez pu en parler à votre médecin alcoologue, à votre psychiatre de cette rechute. Je ne vais pas citer de marque, mais j'ai été relativement déçu quand les deux médecins qui ne se connaissaient pas m'ont dit il n'y a pas de médicament qui empêche l'appétence à l'alcool. Oui, pourquoi ça vous a déçu ? Ça m'a déçu parce que j'aurais aimé trouver, comme parfois on peut le trouver, un substitut. Dans certaines formes d'addiction à l'héroïne ou à la cocaïne, on peut parfois trouver des substituts tout à fait légaux. Mais on vous donne un traitement quand même. On me donne un traitement, bien sûr, mais ça fait. On ne donne pas de substitut à l'alcool, hein, non. Mais vous avez un traitement qui vous permet de supporter quand même ce sevrage. Peut-être de consommer moins. Non, de plus consommer du tout. Ça c'est votre vision, mais moi c'est consommer moins, quoi, parce que. Si vous consommez moins, vous retombez. Hein. Oui, je le sais. Et c'est tout le problème, c'est-à-dire que passer par une certaine dose. Ouais. Exactement, Est-ce que vous avez parallèlement, vous allez dans une association avec des groupes de parole ? Alors ça, je l'avais fait il y a 3-4 ans. Je n'en avais pas été très 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 satisfait parce que j'avais du mal à me retrouver à des personnes qui peut-être me ressemblaient. Et j'avais ensuite arrêté, ensuite repris un travail, ensuite les choses de la vie. Et j'ai l'impression que ma faiblesse, dès que quelque chose ne va pas, c'est orienté alcool. Voilà. Oui, mais c'est possible, c'est-à-dire quand vous êtes dans une période où vous êtes un peu plus fragile, il y a ce risque de replonger. Et là, actuellement, vous traversez une période difficile, c'est-à-dire que vous n'avez pas actuellement un travail à quoi vous raccrocher, vous avez des problèmes judiciaires, vous venez de vivre une séparation, donc ça fait beaucoup. Oui. Vous n'êtes pas dans un environnement très favorable. Judiciaire, je peux un peu aller un petit peu plus loin. Non, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Il vaut mieux pas même en parler à l'antenne si c'est en cours. Mais accusé de quelque chose par quelqu'un, et c'est une affaire qui traîne parce qu'elle n'est pas très sérieuse. Mais je suis d'un caractère plutôt anxieux, donc ça ne contribue pas à faire que je me sente serein. Voilà. Ça vous insécurise ? Complètement. Oui, mais ça c'est important que vous puissiez en parler et puis que vous ayez, sur le plan aussi juridique, à ce moment-là, un avocat, et puis que vous puissiez être soutenu. Mais enfin, on voit bien que vous avez beaucoup de facteurs autour de vous qui ne sont pas objectivement rassurants. Donc effectivement, l'alcool fonctionne un peu pour vous comme un anxiolytique. Le problème, c'est que avec le traitement qui vous est... Pardon ? Non, parlez bien dans le combiné parce que je vous entends pas. Je m'excuse de vous avoir interrompu. Anxiolytique, alcool, qui se marie parfois très bien avec certains somnifères aussi. Oui, mais attention, vous le savez, de toute façon, mais ça fait très mauvais ménage avec le traitement qui vous est prescrit. Je le sais, oui, je le sais. Ça va vous déprimer encore plus. Mais alors, la question que je me dis, c'est
que faire? Que faire quand je me sens vraiment pas bien? Est-ce que c'est prendre un somnifère en plein milieu de la journée pour dormir et quelque part m'évader? Est-ce que c'est prendre... Je vous entends mal. Ça, il faudrait vraiment que vous voyiez avec votre médecin. Ça, moi, c'est difficile parce que c'est pas moi qui ne suis pas médecin qui vais vous recommander de prendre un somnifère. Je pense pas. Non, pas un somnifère, mais un anxiolytique. À mon avis, c'est pas vous faire dormir en milieu de journée, quoique bon, vous ne travaillez pas, mais plutôt un anxiolytique. Mais voyez ça avec à la fois votre médecin alcoologue et votre médecin psychiatre. C'est-à-dire, ça veut dire que lorsque vous êtes pris par cette pulsion qui vous donne envie de boire, c'est qu'il y a une angoisse derrière. Il y a cette angoisse, c'est pas une envie de boire, c'est qu'il y a une angoisse qui vous pousse à boire. Donc, il vaudrait mieux à ce moment-là que vous puissiez prendre un anxiolytique qui va agir dans le quart d'heure qui suit la prise du comprimé, plutôt que effectivement ça va agir très vite. Mais parlez-en encore une fois avec votre médecin alcoologue et avec votre psychiatre, Olivier. Merci de votre appel en tout cas et bon courage. La deuxième heure de cette émission, toujours en direct bien sûr sur Europe 1. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour nous parler de vous et de votre vie. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez réagir à ce que vous entendez sur l'antenne, que vous soyez d'accord ou pas avec le contenu de l'émission. Vous serez les bienvenus. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires par SMS au 7 21 21 code nuit. Alors justement, Olivier qui était abstinent à l'alcool depuis 6 mois et qui s'inquiétait parce qu'il avait rechuté depuis quelque temps, trouvait que c'était dommage qu'il n'y ait pas de substitut à l'alcool comme il y a des substituts à l'héroïne. Le Subversif envoie un petit message pour dire votre penchant à l'alcool a besoin pour s'atténuer du traitement substitutif de la parole. Et Ambre dit Olivier a surtout besoin d'être soutenu et entouré et il faut qu'il soit aidé de façon suivie. Et heureusement, c'est ce que nous confie Olivier, qu'il était à la fois suivi par un médecin alcoologue et par un médecin psychiatre. On va accueillir, vous pouvez également nous écrire sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr. On va accueillir tout de suite Sophie. Bonsoir Sophie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, bien voilà, je voulais vous expliquer un petit peu mon cas personnel. Oui. Voilà, je me suis remariée en 99 Oui. avec un homme plus âgé que moi, mais a priori ça ne me gênait pas du tout. Beaucoup plus âgé que vous 14 ans. Mais a priori, ça ne me gênait pas parce que c'était quelqu'un qui était plein d'humour et puis bien, quoi, vous voyez. Donc, oui. Il était loin de faire son âge. Et puis donc, nous sommes mariés et puis nous avons connu des hauts et des bas. Et puis là, depuis 3 ans, il s'est mis, même pas un peu plus de 3 ans, dans une forme de violence, on va dire une violence verbale. Ah. Mais une forme de violence comment dirais-je, que moi personnellement j'ai rarement entendu parce que oui. Je pense qu'il faut avoir fréquenter peut-être certains lieux ou je ne sais quoi pour avoir un vocabulaire aussi grossier. Aussi grossier, oui. Oui. Alors moi là, il a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, il en a 80. Oui. Et c'est apparu progressivement. Progressivement, oui. Oui.
Mhm. Oui, et c'est assez, c'est ça. Vous dites, enfin, c'est des termes à connotation sexuelle. C'est, il y a où c'est un peu, c'est assez injurieux, c'est assez, mais il y a c'est assez. C'est à connotation sexuelle, si vous voulez, mais pas uniquement. Il y a, je sais pas, le jour de mon anniversaire, l'année dernière, on est allé au restaurant et puis j'ai dit attends, je vais faire demi-tour parce que je vais mettre la voiture à l'ombre. Là, elle était en plein soleil. Oui. Eh bien, je me suis fait traiter de morue. Oui, c'est quand même connotation sexuelle, ça. Hein. Ah ben, écoutez, j'en sais rien parce que Ah, si, une morue, oui. parce que c'est c'est quelque chose, si vous voulez, que moi j'avais jamais entendu. Oui, non, mais c'est pas pas couramment utilisé, mais enfin une morue, enfin, c'est effectivement très péjoratif, mais c'est clairement ça désigne une femme de mauvaise vie, voilà, oui, oui, tout à fait. Alors ce que je voulais savoir, moi, c'est que comment on peut en arriver là, si vous voulez, parce que bon, Bien. moi, c'est pas du tout. Moi, si je me mets en colère, je vais dire un truc ou deux. À la limite, dire, ben écoute, mettons bourricot, un truc comme ça, mais ça, c'est un truc que dans le sud-ouest, on disait pas mal, le bourricot, vous voyez. Alors, Oui, bon, mais ça reste. pas... Mais j'avoue que Oui, alors. la violence attirant la violence, moi, ça m'avait choqué. J'en ai fait de la déprime, hein, complètement. Oui, je comprends. Oui, oui, complètement. Mais oui, c'est très perturbant. Bah, écoutez, il faudrait peut-être voir quand même en parler au médecin parce que compte tenu de son âge, il peut peut-être y avoir un problème de dégénérescence, un problème un peu cérébral là. Il y a certaines formes, si vous voulez, on voit comme ça des désinhibitions qui peuvent apparaître et qui sont liées comme ça à l'âge. Parce que vous dites, bon, c'était pas du tout, voyez, cet homme n'avait pas du tout ce profil-là hein, quand vous l'avez rencontré. Il avait 72 ans, on lui en donnait oui. une soixantaine. Oui, oui. Donc, en plus de ça, comme je suis pas quelqu'un qui demande l'âge des gens, c'est pas dans ma nature, ça, vous voyez. Donc, c'est bien après, parce que c'est une connaissance qui venait avec lui, parce que comme il était tout seul, il était veuf, donc on se retrouvait dans un endroit, là, tout ça, on buvait un pot et tout, et on discutait, mais il avait l'air, il avait plein d'humour, il avait l'air d'aplomb, il était bien, quoi, si vous voulez. Hormis le fait qu'il veut tout le temps parler, qu'il veut tout le temps avoir raison. Ça c'était déjà avant ça, si vous voulez. Mais je n'avais jamais entendu dire des choses comme ça, parce que j'en aurais entendu un ou deux. Jamais je me serais... Non, mais c'est pour ça, pour que ça apparaisse, si vous voulez, là, il y a... je vous dis, compte tenu de... Bon, c'était un homme, vous dites, qui plutôt avait manifesté des traits d'esprit, de l'humour, de... Oui, tout à fait, c'est ce qui m'avait attiré, du reste. Voilà, et pour qu'il y ait ce changement, finalement, assez radical, hein, de comportement et cette grossièreté qui apparaît dans le langage, je comprends. Il y a des fois, je le regarde et pareil, mais je dis... Eh oui, c'est plus le même homme. Est-ce que tu t'entends dire ce que tu dis? Bien, si vous voulez, je vous dis, il y a certaines formes de dégénérescence cérébrale qui crée comme ça une désinhibition au niveau du langage et avec comme ça un parler très très cru. Donc je pense qu'il serait bon de voir déjà avec votre médecin traitant et de voir un médecin plus spécialisé. Qu'elle vous oriente vers un médecin spécialisé en gérontologie. Il ne voudra jamais y aller. Ah oui, mais ça c'est important qu'il ait pourtant il était tôt et ça, vous savez, au début j'allais avec lui chez le médecin parce que bon, il a du diabète du type 2 et alors
quand on allait se marier et tout, bon ben, j'avais fait faire un régime, quoi, qui avait très bien marché, du reste, hein. Il était bien et tout, mais après, il voulait aller chez le docteur tout seul, il veut plus que j'aille avec lui. Ben oui, parce que s'il dit au docteur, par exemple, ben, oui, mais j'ai pas salé, et puis moi je lui dis, oh, tu sales bien encore un peu, et ça il supporte pas. Non, mais à ce moment-là, peut-être qu'elle peut le présenter autrement. Hein. Le médecin généraliste, il est évident qu'elle va pas présenter cela. Elle peut avoir une façon de présenter les choses. Il faudrait que ça soit son médecin qui de façon constructive. Moi, je vous dis, j'ai pas. Vous l'appelez le médecin. Vous l'appelez parce que pour le médecin peut très bien ne pas savoir face au médecin. Il peut très bien avoir un discours beaucoup plus tenu. C'est le médecin, c'est ponctuel. Il reste un quart d'heure, 20 minutes chez le médecin. Donc le médecin peut très bien ne pas avoir évalué cela, mais il peut très bien dire je vais vous faire un petit bilan. Ça peut être évoqué dans cet ordre-là. Vous voyez, de cette façon-là. Il est évident qu'il va pas lui dire je crains une dégénérescence ou quelque chose comme ça. Ça peut être évoqué, je vous dis, de façon sous forme d'un bilan. Il peut y avoir des examens complémentaires de prescrits, des choses comme ça. Bah oui, parce qu'il a un pacemaker. Oui, mais là, c'est plus au niveau cérébral, hein, oui. je vous dis. Enfin, ça semble, c'est pas, ça pourrait faire penser à cela. Surtout que ça apparaît. Il y a des moments, il a quand même, j'avais déjà remarqué qu'il avait quand même un comportement des fois un peu, comme on dit vulgairement, à côté de la plaque. Hein. Des fois, je lui dis, j'ai dit tu. Par rapport à quoi? Je sais pas. Quand je lui parle, il comprend pas tout ce que je lui dis. Alors il y a des fois, je me dis peut-être que je parle pas assez fort. Alors si je le dis trop fort, il me dit mais t'as pas besoin de gueuler comme ça. Alors du coup, je sais plus bien comment le faire. Mm-hmm. Mais je vous dis, vous pourriez peut-être à ce moment-là appeler ou quand vous allez voir son médecin traitant et lui en parler, lui dire que vous vous préoccupez, qu'il a des comportements, qu'il a des propos très 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 injurieux, qu'il tient des propos très injurieux à votre égard et qu'effectivement c'est son comportement a radicalement changé, que c'était pas du tout dans les habitudes de votre mari. Hein, c'était pas quelqu'un de grossier, de vulgaire et plus attentionné, voyez. Voilà, oui, mais c'est pour ça, si vous voulez. Il a aucune compassion. Hein. J'ai été opérée d'un cancer il y a 2 ans et demi et aucune compassion. Hein. Même pendant le traitement et tout, je pouvais rien attendre de lui. Hein. Oui, mais peut-être, je vous dis, parce que malheureusement, il est peut-être lui-même un peu déconnecté. Hein. C'est possible. Donc, auquel cas, ça serait bien, si cela se vérifiait, qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge. Parce que ça ne va pas s'arranger. Donc, il vous faudrait en parler à son médecin. Voilà ce que je peux vous en dire. Il a d'horreur sur moi, son médecin, que non, j'ose même plus y aller. Il a réussi à faire le vide. Oui, mais bon, le médecin fera la part des choses, hein, Sophie. Le médecin fera la part des choses. Hein. Justement, d'autant plus si... Parce que finalement, tout était de ma faute, quoi, bien entendu. Oui. Oui, mais le médecin est à même de faire... Mais pas pour les insultes, mais pour le reste, vous voyez. Hein, parce que il va pas dire à son médecin qu'il m'insulte. Oui, mais c'est pour ça, c'est d'autant plus important que son médecin ait un peu aussi votre point de vue. Hein?
Bon, ben, écoutez, je vais faire pareil. Parce que, je vous dis, ce changement quand même assez radical de comportement, compte tenu de son âge, et que ce n'était pas du tout dans les habitudes de votre mari, qui jusque-là était plutôt courtois, attentionné, délicat avec vous, peut faire penser, il y a toujours ce risque-là, hein, à ces âges-là, d'un problème de dégénérescence cérébrale, et qui peut, parmi les symptômes, je vous dis, se traduire par une forme de désinhibition au niveau verbal. Hein. Non, puis il y a des fois ça le prend, il y a un plateau sur la table, il faut en l'air le plateau. Oui, mais voilà, ce sont pas des comportements normaux, entre guillemets. Vous voyez bien, il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein. Donc il faut que vous en parliez à son médecin de tout ça, qui à ce moment-là pourra le diriger vers un spécialiste, je vous dis, au prétexte d'un bilan, pour qu'il puisse être traité. Et donc, pour vous, ça rendra, à partir du moment où il y aura une prise en charge, quand même une vie au quotidien moins difficile. Oh ben oui, parce que moi, la plupart du temps, je m'isole. Je comprends, oui, c'est forcément douloureux pour vous, donc il faut agir là. On peut pas discuter. Bien sûr, non, mais parce que il y a un vrai problème, oui. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, oui, mais je l'entends. Bon courage, Sophie. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Caroline, hein, et continuez bien vos émissions, parce que voilà, on les écoute jusqu'au bout. Merci beaucoup. Allez, merci, Caroline. Au revoir, Sophie. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Alors, des SMS qui arrivent au 7 21 21, code de nuit. Isabelle qui dit il faut que Sophie ose parler, car il ne faut pas perdre de temps et se protéger. Et le subversif qui dit difficile pour un homme qui s'est connu brillant de s'admettre quelque peu terni. Et également un autre message qui est pas signé, où on me parle du syndrome de Gilles de la Tourette, qui, me dit-on, ne se traduit pas par une réelle volonté de blesser l'autre, mais une sorte de dérapage verbal incontrôlé. Oui, mais là il ne s'agit pas de cela, parce que le syndrome Gilles de la Tourette, ça touche aussi des gens jeunes, hein. Donc, évidemment qu'il n'y a pas une réelle volonté de blesser dans ce syndrome-là. On va accueillir maintenant Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, vous voulez me parler de votre fille, voilà, je voulais vous parler d'un souci que je rencontre avec ma fille depuis qu'elle a 11 ans. Elle aura bientôt 18 ans. Oui. Et elle fait ils appellent ça des TS, c'est-à-dire qu'elle avale des médicaments. Depuis qu'elle a 11 ans ? Oui. Jamais des doses suffisamment importantes pour mettre sa vie en danger, enfin pour le moment, et tant mieux. Et elle est suivie donc par un psychiatre depuis qu'elle a 11 ans aussi. Elle a fait déjà 2 séjours en hôpital psychiatrique, dont le dernier était au mois de mars. Elle a fait mars, avril, mai et juin, là, dernièrement. En hôpital psychiatrique, puisque c'était donc déscolarisé toute l'année passée. Et cette année, donc au mois de septembre, elle a repris l'école, tout allait bien, elle a fort bien travaillé le premier trimestre, le deuxième trimestre, je croyais que tout allait bien. Et voilà que vendredi, elle a ravalé donc 2 plaques de somnifères relativement forts et une plaque d'antidépresseurs. Alors, elle me le dit. J'ai encore une chance, c'est qu'elle me le dit. Quand elle sent qu'elle se sent pas bien, elle m'appelle au secours. Donc, les pompiers, l'hôpital, un peu de soucis parce que le cœur battait là vraiment très, 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 très vite. Et le lendemain matin, on discute avec le psychiatre. Ça va mieux, je la ramène à la maison. Et moi, ce qui me fait faire souci, c'est que ça devient, si vous voulez, presque anodin, enfin j'exagère peut-être un peu, mais elle fait ça, elle est donc le samedi quand je l'ai ramenée, bien sûr elle a dormi, elle était quand même fatiguée, le dimanche elle allait très bien, le lundi elle est partie au lycée, comme si rien s'était passé. Alors moi j'ai peur, ce que je voulais savoir c'est si d'autres mamans avaient vécu ça et si ça va continuer longtemps.
sais plus quoi faire. Moi, je sais plus quoi penser ni quoi faire. Oui, vous avez peur que ça se banalise? Mais voilà. Et pour le moment, elle vit avec moi, mais elle va partir faire des études sans doute ailleurs. Et qu'est-ce qui se passera si elle fait ça et qu'elle est toute seule dans une chambre? Moi, ça m'inquiète vraiment, vraiment. Dans la mesure où elle est suivie, forcément un tel passage à l'acte est forcément repris par le thérapeute. Hein. Oui, On ne laisse jamais en thérapie un passage à l'acte sans parole. Hein. Puisque effectivement il y a quelque chose là qui n'a pas pu s'exprimer, n'a pas pu se dire, et donc il faut qu'il y ait des mots là qui soient mis en place. Donc c'est forcément repris avec le thérapeute. Oui, mais effectivement c'est ce qui était fait dès le samedi matin, mais je veux dire c'est pas la première fois. Je me dis c'est moi là, je sais pas, c'est au 8e fois qu'elle fait ça. Et toutes les fois. Depuis l'âge de 11 ans. Oui. Et toutes les fois, c'est le même chemin, effectivement. Là, on parle avec son thérapeute, même avec plusieurs. Mais pourquoi est-ce qu'elle recommence? Alors, sa grande question... Vous lui demandez? Oui, alors sa grande question samedi, donc évidemment, je lui ai demandé. Et sa réponse était mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de mourir, mais je ne peux pas m'en empêcher. Oui, elle dit bien qu'elle n'a pas envie de mourir. Non, oui, ça c'est... Oui, puisqu'elle vient vous voir et vous le dire. Oui. Dès qu'elle se sent mal, elle m'appelle. Et moi, ce que j'ai peur aussi, c'est qu'un jour, elle prenne une dose encore. Parce qu'elle se rend pas compte, je crois, qu'elle met sa vie en danger toutes les fois. Et plus ça va, plus les doses sont fortes. Et pourtant rien, 1 heure ou 2 heures avant, me laisser prévoir un tel geste. Mais rien du tout. Comme rien, 2 jours après, pouvait nous faire penser qu'elle avait vécu ça, quoi. Et pourquoi, selon vous, qu'est-ce qui fait? Parce que 11 ans, c'est très jeune. Je l'ai entendu le vendredi soir. Elle s'est chamaillée avec son petit ami. Et je l'ai entendu pleurer. Et j'ai dit, je vais la laisser terminer sa conversation et je montrais dans la chambre, lui parler, voir comment ça va. Chose que j'ai faite. Et là, elle m'a dit, non, mais je ne vais pas en parler, je ne vais absolument pas en parler maintenant, laisse-moi dormir. Bon. Donc j'ai dit, tu sais où je suis, si tu veux en parler, tu viens. Et puis elle m'a bien rappelé, effectivement, 1 demi-heure après, mais en me disant, voilà, j'ai pris telle chose. D'accord, donc là, il y avait eu une dispute avec son petit ami. Mais très souvent, j'ai remarqué que c'était lié à... La première fois qu'elle a fait ça, c'était après une dispute avec son père, qu'elle ne voit plus, qu'elle ne voyait déjà plus à l'époque. À l'âge de 11 ans? Oui. C'est très jeune, quand même, là. Mais je sais bien. Et alors, ça commençait surtout par des scarifications très importantes. Donc sa première tentative, c'était après une dispute avec son père. Alors, je sais pas. Et elle ne le voit plus aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce qu'ils se sont jamais... Comment dire, il nous a quittés, elle avait 1 an, elle marchait à peine. On a maintenu un contact jusqu'à ce qu'elle ait 7-8 ans. Oui, à peu près. Et puis un beau jour, lui ne s'est plus du tout manifesté. Et puis il l'a appelé à son entrée en 6e. Enfin non, elle l'a appelé. C'est elle qui l'a appelé. Quand elle est rentrée en 6e, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Elle est rentrée au lycée, elle a pris son compas. Et elle s'est gravement endommagé un bras. Et après, on a eu plusieurs anecdotes comme ça, quoi. Enfin, anecdotes, si on peut dire ça comme ça, où elle s'en prenait sur ses bras, surtout. Et là, elle est suivie de quelle façon? Elle est suivie tous les 15 jours par une psychiatre. Alors, il y a eu un changement, là, c'est peut-être ça aussi qu'il a. Le psychiatre qui la suivait depuis longtemps et avec qui elle s'entendait très bien est parti en retraite. Ah, oui. Il a fallu donc retrouver... oui, ça c'est... Oui. Et là, elle est retombée sur une jeune psychiatre.
Psychiatre, pédopsychiatre? Non, psychiatre maintenant. Psychiatre maintenant, d'accord. Donc auparavant, elle était suivie par un pédopsychiatre. Un pédopsychiatre, voilà. Ah oui, donc il est parti à la retraite. Tout à fait. Et c'est une séparation, ça. Ah oui, elle le regrette énormément. Et avec un homme, oui, c'était... Oui, un monsieur. Celui qui la suivait depuis qu'elle avait 11 ans. Pratiquement, oui. Et oui, ça c'est évidemment... oui, ça va être compliqué pour elle. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que donc en accord avec son ancien psychiatre, depuis qu'elle était sortie dans son dernier séjour psychiatrique, elle avait petit à petit réussi à arrêter son traitement. Et en accord avec lui, suivi par lui. Et franchement, moi je la trouvais donc tout l'été, je vous dis, la rentrée scolaire et tout, alors qu'elle s'était totalement déscolarisée l'année passée. Elle ne voulait plus remettre les pieds au lycée. Donc elle y est retournée au mois de septembre, elle a très bien travaillé, enfin bon, tout s'est bien passé. Et je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, donc en accord avec lui, elle avait laissé petit à petit tomber son traitement. Oui. C'était de l'antidépresseur et des médicaments pour l'humeur, vous savez, pour la régularité de l'humeur. Et quand on est retourné donc voir ce médecin, pas ce mercredi, là, le mercredi d'avant, elle l'a remis sous traitement. Oui. Alors moi, quand je lui ai quand même posé la question, parce que je voyais bien que Carole allait bien, visiblement, elle n'avait pas... Je suis pas médecin, n'est-ce pas? Oui, vous lui avez demandé, oui, pourquoi? Je lui ai demandé, et elle m'a répondu, ça ne regarde que votre fille et moi. Alors j'ai demandé à Carole. Et là, elle m'a dit, ma fille, mais écoute, je sais pas, c'est d'après ce que je lui ai dit. Elle m'a dit que j'étais en souffrance et qu'un traitement pouvait m'aider. Bon, que j'ai dit, c'est vrai, un traitement, ça peut t'aider. Oui. Oui, alors en même temps, ça pose question si le traitement, elle l'utilise pour faire des tentatives de suicide. Oui, voilà. Parce que c'est avec ces médicaments qu'elle... c'est avec ces médicaments-là qu'elle passe à l'acte. Et 3 jours après, elle a pris toute la boîte des somnifères. Mais les somnifères sont à qui? À elle. Elle a des somnifères qui sont prescrits par la psychiatre? Oui. Et ils étaient même à dose relativement forte, puisqu'ils étaient à 100 mg. Beaucoup, Et celui de l'hôpital samedi lui a rebaissé à 25. C'est énorme, des somnifères à 100 mg. Oui, il lui a rebaissé à 25. De toute façon, il y a une interpellation là, aussi directe, parce que il y a un traitement qui lui est prescrit au vu de ce qu'elle disait, donc de l'entretien clinique qui a eu lieu avec la psychiatre, et finalement ce traitement est dévié vers un acte suicidaire. Absolument. Donc évidemment, là, prochain entretien, il va être question de ça aussi. Parce qu'il y a des questions, Isa dit pourquoi laisser des médicaments comme ça à sa portée depuis des années, il faut les ranger. Violaine, comment se procure-t-elle autant de médicaments? Mais c'est les médicaments qui sont prescrits, les médicaments que prend cette jeune fille. Voilà. Non, mais je réponds aux auditeurs qui posent des questions. Donc quand un traitement est dévié de cette façon-là, évidemment, ça interpelle aussi le médecin prescripteur. Et c'est compliqué les traitements, effectivement, prescrire des antidépresseurs à des adolescents. C'est pour ça que c'est vraiment, c'est bon. Alors en même temps, elle est psychiatre, elle sait ce qu'elle fait. Mais c'est toujours compliqué avec les adolescents. Mais moi, ce que je ne comprends pas, Caroline, dans ces visites, par exemple, c'est que nous, les parents, on nous dit, votre fille va mal, votre fille souffre, votre fille est en souffrance. Mais bien sûr, on ne nous dit pas, pourquoi on ne nous dit pas ce que l'enfant a dit. Enfin, vous dites les parents. En l'occurrence, il n'y a que vous, là. Oui, en l'occurrence, il n'y a que moi. Et oui, le père n'est pas présent. Tout à fait. Et moi, donc, je me sens culpabilisée parce que je me dis, déjà, si Carole, si ma fille en est là, c'est qu'il s'est passé quelque chose, c'est que je suis responsable. Non, pas forcément. Pas ce que c'est. Je ne peux pas corriger le tir entre guillemets, je peux rien faire, je sais pas de quoi, je sais pas ce qu'elles se sont dit. Vous savez, vous n'êtes pas forcément responsable, Marie. Il y a aussi des
des événements. Il y a l'histoire évidemment de votre fille. Il y a peut-être cette absence de père, mais il y a aussi, il peut y avoir des choses dans sa personnalité elle-même. Il peut y avoir des événements extérieurs à vous. Oui. Qui ont pu la fragiliser. Donc non, vous ne portez pas l'entière responsabilité de la souffrance de votre fille. Oui, mais c'est difficile parce que en tant que parent, c'est très difficile d'avoir un enfant en souffrance. Pour autant, vous savez, évidemment, il y a un moment, c'est-à-dire qu'elle a commencé tôt, et donc, mais en même temps, à l'adolescence, on peut voir aussi des comportements suicidaires arriver pour des événements aussi. Un événement aussi banal que celui que vous décrivez, qu'une dispute parfois avec le petit ami ou la petite amie, qu'une mauvaise note à l'école. Vous voyez, ça peut basculer, quoi. Ça peut basculer très très vite. Donc, alors là, évidemment, c'est à mettre en rapport avec tout le passé qu'elle a eu, mais à côté de ça, il y a aussi quand même des choses positives, c'est-à-dire qu'il y a des aspects qui fonctionnent bien, qui montrent qu'elle est aussi adaptée, c'est-à-dire que avec une certaine maturité où qu'elle peut se projeter, c'est-à-dire que sur le plan de sa scolarité, elle l'investit, elle a un petit ami. Donc c'est pas une jeune fille qui est complètement repliée sur elle-même, qui pourrait pas sortir de sa chambre, qui non, pas du tout. Vous voyez, donc il y a aussi des aspects positifs. Donc il y a quand même des dans sa personnalité des choses qui sont bien adaptées. Oui, elle a des projets, elle fait du soutien scolaire auprès d'autres enfants. Oui, bien sûr. Et moi, depuis donc qu'on l'a ramenée de l'hôpital psychiatrique, enfin qu'elle est rentrée au début de l'été, je n'avais noté qu'une amélioration, quoi. C'était évident. Elle n'avait plus de traitement, elle allait bien, elle s'est refait des amis au lycée. Je vous dis, puisqu'elle a eu les félicitations ces trimestres, quand même, c'est bien. Elle est très investie dans ce qu'elle fait. Et alors moi, ça m'a d'autant plus, si vous voulez, redéstabilisé, quoi. Enfin, j'ai pas compris ce geste de vendredi. Je l'ai vraiment pas compris. Autant je comprenais, enfin, j'admettais plus facilement là entre 11 ans et jusqu'à son dernier séjour psychiatrique, parce que là vraiment c'était l'enfer, ça allait mal, c'était bon. Mais là, si vous voulez, ça peut. Il y a une. Bon, ça ne veut pas dire que forcément il y a une régression, que tout le travail qui a été fait est à remettre en question et qu'elle n'a pas avancé. Mais une dispute avec le petit ami, la peur peut-être de le perdre, la peur d'une rupture, le manque, ça peut remettre sur le tapis. Le manque, l'absence du père, vous voyez, ça peut réveiller, réactualiser quelque chose qui est encore très présent et où votre fille est amenée à se construire avec ce manque. C'est pas impossible, hein? Oui, il n'y a pas de raison qu'elle y parvienne pas. Mais est-ce qu'elle va vieillir? Vous savez que la vie c'est pas toujours facile. Oui. Donc si à chaque coup dur, elle réagit comme ça. Mais non, ça ne veut. Mais pour autant, mais pas du tout. Ça, on ne peut pas en tirer comme ça des prédictions telles que celle-là, Marie. Oui. Eh ben non. Non, là, parce que là, vous êtes dans une vision, parce que vous êtes très inquiète et ça peut se comprendre. Mais elle est en train dans le travail qu'elle fait certainement avec le thérapeute qu'elle avait précédemment et la thérapeute qu'elle a actuellement, de travailler sur ses manques et sur ses blessures. Et si ça se passe pas bien avec cette thérapeute, on peut demander à changer. Ah bah si. Parce que là, en fait, elle l'a pas. Bien sûr. Mais attendez un petit peu. Attendez un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps à la relation de se construire. Bien sûr, oui.
Hein, Oui, il faut laisser le temps. Est-ce qu'elle a, hormis cette absence de père, une relation avec un autre homme? Alors il y avait ce thérapeute là, ce psychiatre qu'elle avait. Est-ce qu'il y a un autre homme qui peut, dans la famille, un oncle ou quelqu'un ou un... Elle a son demi-frère, enfin mon fils quoi, qui a 33 ans. Oui. Et ils s'entendent bien. D'accord. Quand elle était plus jeune, je me souviens, quand elle était plus jeune, parce qu'elle était très dure, quand elle était plus jeune, elle était très... Et il n'y avait que lui qui arrivait à la faire obéir, mais bon, à lui faire entendre raison parfois. C'était très... Elle était très attachée à lui, au point que quand il a eu annoncé son mariage, son premier réflexe était de se sauver. Elle a quitté la table, elle est partie. Oui. Elle a eu peur, elle s'est sentie, elle a eu peur à ce moment-là de... Et peur autant avec sa nièce, abandonnée. Autant avec sa nièce de 7 ans, c'est le bonheur, autant que la belle-sœur... Ben oui, c'est un peu une rivale pour elle. Voilà, tout à fait. Oui. Mais elle, si vous voulez, il y a des personnes qui, adultes, parfois vont s'effondrer au moment d'une rupture amoureuse parce que, justement, il y a des blessures de l'enfance qui n'ont pas été identifiées, reconnues, repérées et donc sur lesquelles ils ont pu travailler, ce qui va être possible à l'âge adulte. Votre fille, Marie, elle est en train de faire ça. Ce qui ne va pas faire d'elle une adulte fragile à vie et qui va devant les épreuves qu'il y a dans une vie. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des choses heureusement très positives, mais il n'y a pas de vie humaine, vous avez raison, sans épreuves. Faire d'elle une jeune femme qui va s'écrouler, au contraire. Ça peut faire au contraire quelqu'un de très solide. Une adolescence compliquée, tourmentée, tortueuse, peut donner un adulte très solide. Hein. Vraiment. Si seulement. Ah mais je peux vous dire que beaucoup de thérapeutes d'adolescents vous le diraient. Hein. Ben oui, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que elle a des projets, elle veut faire une école de journalisme. Mais vous voyez que tout ça est très constructif. Oui, et je vous dis ce qui s'est passé. Elle n'est pas sans désir et d'ailleurs elle vous dit pas qu'elle veut mourir. Non, elle dit même... Il y a des moments où elle est un peu submergée et où elle veut que la souffrance là s'arrête, certainement. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments où la souffrance la submerge, elle veut que ça s'arrête. Elle veut pas que sa vie s'arrête. Hein, et ça, c'est souvent révélateur de l'adolescent. Hein. Il y a une chose qu'elle m'a dit cette fois-ci, qu'elle ne m'avait jamais dit avant, c'est que le temps qu'elle était à l'hôpital, déjà, elle a eu très peur, parce que là, quand même, les doses étaient importantes. Et elle m'a dit, c'est passé quelque chose dans ma tête. Elle m'a dit, un truc d'enfer, je peux même pas t'expliquer ce qui se passait, mais je me suis juré que plus jamais je recommencerai ça. Alors maintenant, est-ce qu'elle a été vraiment... Je sais pas ce que ça fait, moi, quand on avait le temps de cacher que ça doit être horrible. C'est vrai que ça doit... Ah ben, ça... Et c'est marrant, c'est marrant entre guillemets, mais ça ne la fait même pas dormir. Non, il peut y avoir un effet inverse. Voilà, oui. Elle est tellement mal, tellement que ça ne la fait pas dormir. Non, il peut y avoir un effet inverse. Oui. C'est le lendemain, en fait, qu'elle dort. Oui. Fatiguée. Mais bon, vous êtes suivi, vous pouvez parler? Oui. Moi, oui. Moi, oui, également. Mais pas depuis très longtemps. Bon, c'est bien que vous puissiez en parler, mais je vous dis, ça ne fera pas d'elle forcément quelqu'un de fragile, bien au contraire. Hein. Il y a des adolescences très tourmentées et qui font des adultes, je vous dis, au contraire, construits et qui ont des relations plutôt sereines avec leurs parents. Et je suis plutôt désarmée par ça parce que j'ai jamais été confrontée à ce problème-là dans la famille. Jamais, on était 6 enfants, ça ne veut rien dire. 6 enfants, jamais on a eu ce genre de problème. Et puis avec elle, je peux dire, je m'entends bien. On parle beaucoup, vous voyez. Mais tout ça est plutôt positif. D'ailleurs, oui. C'est pour ça que moi, quand elle fait ça, au début, je lui en veux. Franchement, je lui en veux de faire ça. Et puis après, bien sûr, ça se passe, mais... Oui, vous ne comprenez pas. Non, si je comprends qu'elle était en souffrance, ça je comprends.
Mais pourquoi mettre sa vie en danger comme ça? Oui. C'est très dur. Vous pouvez lui dire que... Mais oui. Pas forcément que vous lui en voulez, mais pour que vous ne supportez pas qu'elle mette sa vie en danger. Je lui ai dit. Mais vous savez, l'adolescence, c'est aussi un moment où justement sa vie, on se sent dépositaire de sa vie et où on peut justement jouer avec sa vie. Mais on peut jouer symboliquement avec sa vie, mais pas de cette façon-là. Et vous pouvez dire que c'est très dur pour vous de voir parce que vous tenez à elle énormément. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, donc c'est normal que vous ressentiez aussi comme ça à la fois de la colère aussi, hein, parce qu'il y a il y a de la peur, hein, aussi. Une fois l'inquiétude pour sa vie passée, quoi, qu'on me dit, qu'on me rassure, après c'est la colère qui. Bien sûr, mais c'est compréhensible, hein. C'est compréhensible parce que. Oui, c'est toujours difficile parce qu'il y a aussi des choses qui vous échappent. Il y a quelque chose de. Voilà. Elle vient aussi, elle s'adresse à vous. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'elle fait cela, elle passe à l'acte. Il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à exprimer à ce moment-là, qui est plus fort qu'elle. C'est ce qu'elle dit. Hein, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à ce moment-là, au fond, à dire, à exprimer. Et finalement, elle vient vous chercher après. Donc, elle vous met à la fois dans une situation d'impuissance terrible, et puis en même temps, après, c'est la petite fille. Donc, à la fois, elle prend le contrôle, comme si elle prenait le contrôle. Je décide de ma vie, quitte à jouer avec ma vie à l'extrême. Et puis, en même temps, elle redevient la petite fille extrêmement dépendante qui appelle sa maman au secours. Donc, on voit bien qu'elle est dans cette position extrême de chercher à se détacher, tout en n'arrivant pas à se détacher. Bon, ce qui est vraiment une des problématiques essentielles de l'adolescence. Mais elle va parvenir à aussi apprendre à se détacher, à défusionner autrement qu'en se faisant du mal. Et c'est compliqué aussi de défusionner de son parent parce qu'elle vous aime infiniment. Et oui, il y a certainement beaucoup de fusion dans tout ça, et d'autant plus compliqué qu'il n'y a pas le tiers. Mais oui, mais quand on est seul, voilà. Mais je sais bien, vous n'y pouvez rien. On est fusionnel, bien sûr. C'est vrai qu'on est très proches l'une de l'autre, qu'on parle, mais on ne peut pas nous reprocher ça, quoi. Mais il n'est pas question de vous le reprocher. Elle a quand même sa vie, ses activités. Bien sûr. Elle a, comme vous le dites, elle a sa vie, ses activités. Elle a un petit ami. Elle arrive à suivre sa scolarité et plutôt bien. Ah oui, ça. Donc, le tiers, c'est finalement aussi l'espace thérapie. Oui. Hein ? Où elle peut parler, justement. Donc, elle pourrait de toute façon, même si elle avait un père présent, elle aurait peut-être eu cette relation très fusionnelle, vous savez, Marie, avec vous. Vous n'en savez rien. Et c'est pas. Et vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui sont élevés aujourd'hui par un seul parent, et c'est pas pour autant qu'ils vont mal. Hein. Donc il y a des personnes qui sont élevées par leurs deux parents et qui passent des années sur le divan d'un psy. Donc rien n'est jamais comme ça aussi simple. Donc il s'agit pas de vous reprocher quoi que ce soit, mais il y a certainement beaucoup de fusion, et pour sortir de cette fusion, parfois on se fait mal, mais elle va arriver à défusionner, mais il faut lui laisser un peu de temps. Voilà. Ok, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, comme dit le subversif, c'est flirte avec la mort, c'est typique d'un âge qui est une seconde mise au monde, une manière de saut dans le vide, et finalement pour accoucher de lui-même. Bon, c'est pas sans danger, mais elle est accompagnée. Merci Marie en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.